assez régulier au niveau de cette histoire de crise Covid-19 et on espère que ce suivi vous a été bénéfique et que vous avez pu faire tout ce dont vous aviez besoin de faire comme démarche pour pouvoir et toucher le chômage partiel si vous êtes salarié et mettre votre employé en chômage partiel si vous êtes entrepreneur et aussi si vous avez pu bénéficier normalement du fonds de solidarité de 1 500 euros qui a été mis en place par le gouvernement et qui normalement était déjà actif au mois de mars et passe là en activité pour le mois d'avril. On fera un point lundi au niveau des agriculteurs avec la Chambre de l'agriculture. On va recevoir le président qui va venir nous faire vraiment un point particulier pour les agriculteurs de manière à ce qu'on puisse savoir quels sont les dispositifs qui ont fonctionné et ce qu'il manque puisque nous avons beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas fédérés et donc les dispositifs mis en place ne sont pas bons, ne sont pas valables pour eux. Et dernière petite information aussi, alors on voulait vous montrer la vidéo, le récapitulatif qui a été fait aujourd'hui au niveau du ministère. Vous êtes au courant qu'il y a 500 milliards qui a été débloqué. Finalement, il y a de l'argent magique. Donc l'argent magique, en fonction peut-être les gilets jaunes, fallait changer de couleur. Vous auriez peut-être eu de l'argent aussi magique que celui-là. Mais en tout cas, il y a des fonds qui ont été débloqués lundi. Aujourd'hui, il y a eu un point au niveau du Premier ministre, mais on attend encore un petit peu. On va parler de tout ça lundi avec nos intervenants. De toute façon, nous aurons les autres présidents des chambres consulaires qui vont nous faire un appel téléphonique de manière à ce qu'on puisse faire un point et savoir concrètement si ça fonctionne ou pas, puisque c'est bien de débloquer des sommes colossales, mais si c'est pour que ce soit que les grandes entreprises qui en bénéficient, ça pose problème. Et si c'est pour que ce soit le parcours du combattant pour pouvoir toucher ce dont les entrepreneurs ont besoin pour survivre, ça pose aussi un problème. Donc, on va quand même parler de l'objectif reprise qui a été lancé par le ministère du Travail. Donc, c'est pour les TPE et les PME. C'est un dispositif d'appui pour fiabiliser la reprise ou la poursuite d'activité des TPE. Donc, vous pouvez aller, vous faites hashtag objectif reprise sur les réseaux sociaux et vous allez avoir quelques informations. Alors le gouvernement a lancé ça hier, c'est quelque chose qui est tout nouveau. C'est pour aider à surmonter les difficultés que rencontrent les TPE et le PME à adapter leur organisation du travail à la reprise progressive des commandes, à structurer les mesures de prévention, à réguler les tensions internes post-confinement ou encore à soutenir le travail de management dont les natures à fragiliser la reprise et la poursuite d'activité, puisque comme vous le savez, il y a eu tout un paquet de fiches qui ont été mises en place par secteur d'activité et c'est bien de mettre les fiches en place, mais c'est un budget. Donc si les entreprises n'ont pas le budget pour investir soit dans les vitres de plexiglas ou autres, il faut qu'elles puissent être accompagnées, puisque bien souvent c'est parce qu'elles n'ont pas encore perçu les fameuses aides dont je parlais tout à l'heure. Donc le gouvernement a mis quelque chose en place et vous pouvez toujours vous rapprocher en ce qui concerne la Guadeloupe de la diète. Nous avons eu dernièrement une interview avec eux, donc eux suivent très progressivement l'évolution pour qu'au niveau de la Guadeloupe, ça se passe vraiment bien. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les contacter et n'hésitez pas à vous rapprocher des chambres consulaires, donc soit de la CCI ou soit de la chambre des métiers en fonction. Donc voilà, et aujourd'hui nous allons recevoir une jeune étudiante. Donc comme vous le savez, moi-même j'étais passée chez Jeff un matin sur C10, la radio de Canadis, pour parler de la situation des étudiants, puisque c'était alertant. On leur avait demandé de rester en France, de ne pas rentrer, ce qui peut être totalement compréhensible, donc de ne pas rentrer pour ne pas propager le virus, ce qu'ils ont fait. Et ils se sont retrouvés malheureusement pour la plupart d'entre eux seuls, isolés dans les universités, au niveau des campus universitaires, puisque tous les autres étudiants ont pu soit retourner chez eux, soit ont été pris en charge par d'autres dispositifs qui n'avaient pas été pris en compte pour les jeunes ultramarins. Donc après un petit peu de péripéties et un petit peu de quelques difficultés, on va dire, il y a une plateforme qui a été mise en place, donc Outre-mer solidaire, on en a déjà parlé, et là donc le début de la quatorzaine a commencé pour nos jeunes étudiants et nous avons un petit live avec Nouria
qui est en ce moment étudiante et qui fait pas mal de choses sur le réseau dispositif Média Jeunes et qui va se présenter, vous expliquer un petit peu tout cela. Bonsoir. Bonsoir Sabine et bonsoir aux téléspectateurs. Ça va? Ben, ça va et toi? Oui, super, super bien. Alors, présente-toi et explique-nous un petit peu ce que tu fais déjà pour les jeunes étudiants. Alors moi je suis Nouria, comme tu as dit, Mélion Nouria. Je suis actuellement en première année en Hexagone, en première année d'études, une licence. Du coup, je participe aux actions du réseau DMJ, donc le dispositif Média Jeunes, comme tu l'as dit. Ces temps-ci, on essaie d'être très en lien avec les jeunes. On a organisé plusieurs choses comme les J-Web qu'on a organisé tous les jeudis et le vendredi. Donc, généralement, on essaie de promouvoir la jeunesse, de valoriser la jeunesse et aussi de créer un lien entre les jeunes pour que chacun puisse évoluer à son niveau. Voilà. D'accord, c'est super ce que vous faites. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce réseau-là, donc j'invite les gens qui ne connaissent pas encore à découvrir. Mais je sais que vous êtes très très connus, donc je ne m'inquiète pas du tout. Pour ça, d'ailleurs, vous avez votre propre émission sur Canal 10. Donc ça, c'est pas un problème. Alors aujourd'hui, on va parler d'un léger malentendu, on va dire, une petite coquille, on va dire ça, hein. On va pas dire qu'il y a que des imprévus et des situations mal organisées, mais on va parler de coquilles pour rester gentil. Et au niveau gouvernemental, pour les jeunes qui ont été appelés à rester en France, donc à l'époque où le début du confinement avait été annoncé, donc le gouvernement, donc que ce soit la ministre des Outre-mer, que ce soit Jérôme Salomon ou que ce soit la ministre des Études supérieures, a demandé aux jeunes ultramarins de ne pas revenir aux Antilles. En échange, il avait été dit qu'ils auraient bénéficié d'allègements de charges et malheureusement cet allègement de charges n'est pas venu et les jeunes ont dû se retrouver à payer un loyer pour le mois d'avril et la difficulté que ça a causé, c'est que leurs propres parents étant eux-mêmes en chômage partiel, donc les parents ne pouvaient plus les aider et en plus étant confinés, ils ont perdu pour la plupart d'entre eux leur travail, donc pour manger c'était un petit peu la galère. Alors est-ce que toi tu as un retour par rapport à cette situation? Comment tu as vécu le truc et qu'est-ce que tu sais par rapport à tout ça? Alors moi, j'ai eu de la chance puisque ma mère était justement en séjour avec moi quand le confinement a commencé. Donc, elle n'est pas rentrée, elle est restée avec moi. Mais j'ai pu entendre, c'est vrai, des jeunes en difficulté durant cette période. Et c'est vrai que ça pouvait être assez complexe puisque même leur stage ou bien s'ils travaillaient avant le confinement, ils ont perdu aussi leur emploi partiellement. Ce qui fait que ça a dû être très compliqué pour eux et je sais que ça a pu être difficile. Alors, toi, par rapport au dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, oui. Parce qu'ils ont ouvert une plateforme qui s'appelle Outre-mer solidaire, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en as retenu de cette plateforme? Alors, j'ai d'abord trouvé ça intéressant de pouvoir remplir le formulaire et du coup se faire recenser par le ministère de l'Outre-mer. Mais c'est vrai que ça a été j'ai été un peu dans la confusion pendant un moment, puisqu'on nous a dit qu'on allait nous payer le billet. Enfin, c'était pas assez clair. Et quelques semaines après, on a eu un retour subi nous disant que le samedi de la semaine même, on devait venir en quatorzaine, du coup, à l'hôtel où je suis en ce moment. Puis, on nous a dit que ça allait être repoussé. Donc, c'est vrai que c'était un peu organisé de manière un peu bizarre, mais finalement, on est actuellement en quatorzaine et tout se passe pour le mieux. D'accord. Alors, pour faire un petit récapitulatif, donc la plateforme Outre-mer solidaire, c'est la fameuse plateforme sur laquelle on a demandé aux Antillais d'aller s'inscrire pour aider les jeunes en difficulté. Donc, que ce soit pour leur déclarer où vous habitez, pour offrir à manger, des bons repas, des plateaux repas, parce qu'on a eu énormément de jeunes qui n'ont pas pu manger. Donc, un énorme remerciement déjà à toutes les associations antillaises de France qui se sont très, très vite mobilisées. Donc, ça, c'est vraiment très bien, c'est vraiment parfait sur
sur ce point-là. Et cette fameuse plateforme a fini par sortir un formulaire pour recenser les ultramarins et finalement certains ont été retenus pour pouvoir repartir, donc pour pouvoir rentrer chez eux. Donc comment ça s'est passé? Donc je sais que c'était pas très clair, hein. Moi-même j'ai eu le ministère des Outre-mer, donc ça a été un peu un petit peu électrique les conversations, on va dire, hein, donc parce qu'on n'est pas du tout tombé d'accord, rien ne correspondait. Tout ce qui, comme toi-même tu disais, les vols ont été repoussés, c'était normal puisque ils proposaient aux jeunes de faire la quatorzaine, or il n'y avait pas de lieu, donc les jeunes ne savaient pas où aller, comment atterrir, comment arriver, rien. Ils n'avaient pas d'informations, donc il y avait pas mal de choses qui étaient totalement, on était dans le flou total. Mais par rapport au formulaire qui, je crois, est toujours en ligne, en plus en ce moment actuellement, est-ce que tu sais concrètement comment ça a marché? Comment ça se fait que toi, tu aies été retenu, par exemple? Alors, de ce que j'ai compris, je pense que moi, je suis passée par l'ADEME puisque je suis bénéficiaire des avantages pour les étudiants en mobilité, puisque je suis boursière. Donc, c'est plus l'ADEME qui m'a contactée. Donc, du coup, j'ai pas eu à faire toutes les démarches que d'autres ont pu faire pour ceux qui ne bénéficient pas de l'aide de l'ADEME, justement. Donc, toutes les informations, je les ai reçues via l'ADEME. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour d'autres, effectivement. Donc big up la Dame Guadeloupe. Effectivement. Bon, bah, quand ils font bien leur travail, il faut le dire. Donc, big up, puisque si c'était pas bon, nous t'es dit tout pas tout, qu'il n'y a pas sérieux, il n'y a pas fait de la cinéma et tout ça, que la jeunesse comme fait en bas là. Donc, big up la jeunesse, big up la Dame Guadeloupe. Donc, merci pour le travail qui a été fait. D'ailleurs, on va essayer, bon, pas en ce moment parce que c'est un peu la crise, mais un peu plus tard, on essaiera de faire un petit point avec eux. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Parce que vous êtes pas mal de jeunes. Il y a Guadeloupe, Martinique, là où tu es, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe? Alors, je vais un peu, du coup, expliquer, si on a le temps, comment ça s'est passé au début et comment maintenant ça se passe. Alors, au début, on est arrivé, on avait le choix entre arriver le mercredi après-midi jusqu'à 19h ou le jeudi matin jusqu'à 14h. D'accord, donc arriver à l'aéroport. Arriver à l'hôtel, à l'Ibis Hotel. On est à l'Ibis Hotel, à côté de l'aérogare de Roissy. D'accord. Du coup, on est arrivé, on est allé à l'accueil, on devait respecter, il y avait les gestes barrières, etc. Et on nous a donné nos clés, ainsi que formulaire pour faire l'état des lieux. À partir de là, on n'a pas été trop dérangés. Moi, je suis arrivée le mercredi, on n'a pas trop été dérangés le mercredi soir, on a eu le temps de s'installer, etc. Puis le lendemain, on a eu un rendez-vous avec la Croix-Rouge en bas, donc toujours avec les gestes barrières, les chaises bien espacées à plus de 2 mètres, etc. Ça a pris peut-être 2 heures, mais je pense qu'ils ont bien fait les choses, vraiment. On a été dans une salle où on nous explique comment ça allait se passer au niveau de la sécurité, au niveau du repas aussi. Et ils nous ont expliqué ce qu'on pouvait faire si on avait besoin d'aide ou autre. Puis, ils nous ont fait passer, remplir des formulaires, on va dire, où ils ont pris l'état de notre santé actuelle, savoir si on avait des douleurs, etc., notre température, notre pouls, voilà. Puis, on a signé beaucoup de choses. On a donné des décharges. Aussi le test nasal. On l'a eu. À l'arrivée? Oui, quelques jours après. Après, d'accord. Voilà. Et du coup, on a, à ce qui paraît, une seule étudiante qui a été testée positive et qui a été isolée dans un autre hôtel. D'accord. Voilà, mais on continue toujours à surveiller votre santé. Exactement. Et chaque jour, on prend notre température le matin, l'après-midi. Sinon, en ce qui concerne le repas, ils viennent nous servir devant nos portes. Donc, ils déposent un petit sachet devant nos portes, ils toquent pour nous prévenir et puis on les récupère. Quand on a terminé, on va le déposer près des ascenseurs. Il y a un espace réservé pour qu'on puisse déposer notre repas quand on a terminé. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que vous avez droit à une sortie par jour? Alors, ils nous ont dit que dans l'idéal, ce serait de ne pas sortir du tout. Moi, je ne suis pas sortie de ma chambre à part pour déposer mon repas. Mais certains, par exemple, on a un coin fumeur en bas. Donc, pour ceux qui fument, ils ont la possibilité de sortir pour fumer.
Et sinon, on peut aussi descendre, puisque la Croix-Rouge est présente tous les jours en bas, près de l'accueil. Donc, on a la possibilité d'aller les voir si on a un souci ou quelque chose. Alors là, l'hôtel dans lequel tu es, c'est que pour les Guadeloupéens et pour les Martiniquais pour le moment? En tout cas, l'endroit où je suis actuellement, tout le bâtiment est réservé aux Martiniquais. En tout cas, tous ceux qui sont en quatorzaine. Et on est sur 5 étages. D'accord. Voilà. OK. Alors, normalement, vous devriez avoir un deuxième test avant de prendre l'avion. C'est ça, la semaine prochaine. Mardi prochain, si je ne me trompe pas. D'accord. Est-ce que tu sais comment ça va se passer? Par exemple, si quelqu'un est déclaré positif sur le deuxième test, est-ce qu'il va quand même partir ou est-ce qu'ils vont le soigner en France du coup? Comment ça va se passer? Est-ce que tu as l'information? On n'a pas vraiment d'informations à ce niveau. Donc, je ne sais pas, mais je pense que la personne sera placée en isolement comme l'autre étudiante, à mon avis, mais je ne sais pas vraiment. Et qu'elle sera traitée sur place, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Une fois que, bon, de toute façon, la quatorzaine, je ne sais pas si tu as entendu que le Conseil d'État l'a invalidée. Donc, voilà. Donc, vous êtes en quatorzaine parce que vous avez accepté d'être en quatorzaine. Donc, ça fait partie des conditions que vous avez acceptées pour pouvoir rentrer chez vous. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce que tu as entendu une information pour les jeunes, par exemple, qui ne souhaiteraient pas faire la quatorzaine? Est-ce que tu as une information sur ce point-là? Est-ce que tu as reçu un mail dans les indications qu'on vous a données pour vous expliquer les différentes situations et la situation dans laquelle un jeune ne voudrait pas faire de quatorzaine? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, le dernier mail que j'ai lu, c'était un mail de Madame Girardin qui expliquait que pour ceux qui souhaitent partir après la valide d'étudiants qui va partir. Oui, parce que vous étiez déjà pris avant que le Conseil d'État n'invalide. Donc, c'était déjà mis en route, on va dire, votre processus. Voilà. Ils ont dit que pour le reste, c'est en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est ce que j'avais. D'accord. Donc, vous avez de la chance, on va dire. C'est vrai, exactement. D'accord. Est-ce que, autre chose aussi, normalement, une fois que vous allez prendre l'avion, vous aurez un cordon sécuritaire de toutes les façons qui va être mis en place pour que vous puissiez prendre l'avion. Comment ça va se passer dans l'avion? Est-ce que vous aurez des masques ou quoi? Vous avez une information sur ça ou pas pour l'instant? En réalité, jusqu'à maintenant, on n'a pas réellement eu d'informations sur notre vol. C'est ce matin, on nous a expliqué à quelle heure on va prendre l'avion. C'est ce matin qu'on a donné ce propos. Mais sinon, on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui est prévu pour notre sécurité. Mais à mon avis, étant donné qu'on sera tous normalement asymptomatiques et sans le virus, je pense que l'avion sera désinfecté et qu'on va peut-être respecter. Oui, parce que c'est le but. Voilà, c'est le but de vous avoir mis en quatorzaine avant que vous preniez l'avion et de mettre en place un cordon sécuritaire pour vous. Donc, c'est qu'on sait que vous arrivez, on va dire, à jeun sans aucun problème particulier. Donc, ça, c'est vrai que c'est l'avantage de faire la quatorzaine en amont, puisqu'on a eu, alors je ne voudrais pas dire des bêtises, puisque je n'ai pas la personne en face de moi vraiment pour me confirmer ça, mais dans les personnes qui sont arrivées, donc qui ne font pas partie des étudiants, donc qui n'ont pas eu un cordon sécuritaire mis en place entre guillemets par l'État, parce que c'est l'État quand même qui vous avait demandé de rester à la base en France, donc c'est quand même normal que maintenant ils mettent le cordon sécuritaire en place, parce qu'il y a plein d'étudiants qui peuvent même plus manger là-bas, sachant que les universités ne vont pas rouvrir. Donc on a eu des personnes qui ont pris l'avion, donc soit pour venir travailler ou autre, et qui ont été dépistées positives à l'arrivée. Donc ça peut arriver qu'il y ait une ou deux personnes dépistées positives à l'arrivée, et ça c'est vrai que c'est embêtant. Donc ça c'est le point avec lequel moi quand j'ai eu le ministère des Outre-mer, donc c'est vrai que c'était un point très important qu'eux voulaient vraiment prendre en considération, puisqu'il n'y a pas d'intérêt pour eux de faire partir des gens. Arriver là-bas, une seule personne peut contaminer tout le monde, peut contaminer tout un avion, et après on n'a pas d'hôpital pour le mettre. Donc c'est vrai que c'est très important que vous soyez dépistés au début de votre quatorzaine et à la fin de votre quatorzaine, et comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème et vous pouvez rentrer en toute sécurité chez vous. Pour l'année prochaine, est-ce que tu sais comment ça va se passer, ou pour l'instant vous n'avez aucune information, parce que votre retour était sous condition de vos examens? C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne?
on n'a pas vraiment d'informations à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'effectivement, ils avaient demandé à ce qu'on soit apte à pouvoir passer la quatorzaine. Bon, moi, j'avais des examens à passer, mais j'ai pu les passer à l'hôtel tranquillement. Mais sinon, pour la suite, on n'a pas vraiment d'informations, c'est un peu dans le flou. D'accord, d'accord. Est-ce que tu sais s'il reste beaucoup d'étudiants ou pas? Parce que je sais que vous avez communiqué aussi sur cette plateforme au niveau des jeunes pour qu'ils soient au courant de l'information. Est-ce que tu sais s'il y a encore beaucoup d'étudiants en difficulté qui sont en France et qui, pour l'instant, ne font pas partie du dispositif dans lequel auquel toi, tu as pu bénéficier? J'ai quelques connaissances qui sont sur Paris aussi et qui n'ont pas vraiment les informations. Par exemple, j'ai une amie qui n'est pas bénéficiaire de l'aide à la mobilité de l'ADEME. Donc, ils ne savaient pas. Voilà, elle ne savait pas vraiment et elle ne sait toujours pas vraiment comment s'y prendre pour faire la demande. Pour rentrer. Voilà, exactement. C'est un peu compliqué. D'accord. En tout cas, merci de ton intervention. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Donc, tu nous as dit comment ça se passe pour les plateaux repas. Alors, je ne sais pas si tu voudras nous montrer ta chambre ou pas, hein, parce que pour voir si tu es bien traité, non? Pas de souci, pas de problème. Mais en tout cas, est-ce que tu veux rajouter quand même des petites choses? Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était très mal parti quand même, cette histoire. Donc, heureusement que la situation s'est améliorée. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, hein, comme d'habitude, mais après, entre ce qui est dit et ce qui est concrètement mis en place, il y a toujours, c'est même plus un pas, là, c'est carrément un pont, hein, j'ai envie de dire, un arc-en-ciel qui sépare les deux. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter des choses, des petites choses? Alors, je dirais que c'est très bien ce qu'ils font actuellement. La Croix-Rouge, le personnel est très attentif. Ils font attention. On a plusieurs choses qui sont mises en place, par exemple des appels le matin sur Jitsi ou sur Zoom. On a aussi, ils essaient de faire plein de choses pour qu'on puisse passer le séjour de la meilleure façon qui puisse se faire. Et donc, du coup, je trouve ça très bien. Et l'hôtel dans lequel on est, moi, je trouve qu'on est quand même dans un très bel hôtel. La chambre est très belle. Je ne vais pas vous montrer parce que, bon, voilà. Pas de souci, pas de problème. Mais la chambre est très bien. Le repas, je dirais que ça va. Et voilà. Mais sinon, si je peux ajouter d'autres choses, je voudrais quand même aimé dire qu'avec le réseau, la semaine prochaine, mardi prochain à 18h, on prépare une libre antenne. Donc, si vous passez par là, on a la page du réseau sur Facebook, la page du réseau sur Instagram. Vous pouvez nous suivre, vous aurez les informations sur les thèmes à venir. On fera bientôt un sondage pour choisir le thème de mardi prochain. Et on a plein d'actions à venir qui vont se dérouler pendant les vacances en Guadeloupe, notamment un séminaire qui est prévu, si l'épidémie nous le permet, en août. Puis on a d'autres actions, notamment en Overseas, donc sur Paris, avec moi-même et bien d'autres qui vont nous rejoindre. Voilà, des actions où vous pourrez valoriser votre association et participer un peu aux échanges et à la mise en relation des jeunes sur Paris et en Guadeloupe et en Outre-mer en général. Voilà. Super. En tout cas, merci pour ton intervention. Nous, on se quitte pour une courte page publicitaire et on revient tout à l'heure pour parler du tourisme. Alors, en plus, il y a l'ouverture des plages. Donc, comme ça, tu pourras aller te baigner à ton arrivée. Joanne maintenant. Donc, première partie, nous avons parlé des étudiants et là, la deuxième partie, nous allons parler du secteur touristique. Hein. Comme vous le savez, c'est un pôle qui pèse en termes d'emploi chez nous. Hein. On n'est pas loin, entre 15 et 18 000 quand même emplois au niveau de la population. Donc, entre les personnes qui travaillent dans les hôtels, les personnes qui ont des activités, que ce soit marine, enfin tout ce qui découle des activités touristiques, que ce soit les chauffeurs de taxi, tous ces métiers-là dépendent du tourisme. Et pour en parler du tourisme, et pour en parler avec nous, Monsieur Nicolas Villon, que nous avons reçu au début de la crise. Et aujourd'hui, nous allons faire un point en cette fin, entre guillemets, j'ai envie de dire, de crise, en tout cas début de déconfinement, pour savoir comment ça se passe. Bonjour Monsieur Villon, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, oui, je vous entends parfaitement. Alors, comment allez-vous? Comment s'est passé le confinement pour vous et quelle est la situation que vous avez pu constater puisque vous êtes à la tête justement
vous allez nous expliquer ce que vous faites exactement au niveau du tourisme. Bon, nous avons très peu de clients qui arrivent en train et en voiture. Ils viennent en avion. Donc, à partir du moment où on nous a autoritairement, par arrêté ministériel, fermé nos restaurants, ça devenait difficile. Ensuite, on nous a fermé nos piscines. Et puis ensuite, on a pris nos clients sans arrêté ministériel et on les a renvoyés chez eux. Donc, c'est comme si on avait été fermé administrativement, puisque nos clients sont partis. Ensuite, on a restreint le trafic aérien, puis on a mis en place des quatorzaines qui sont dissuasives pour l'arrivée de nouveaux clients. Et puis les derniers arrêtés préfectoraux, puisqu'il y en a eu 3 en 4 jours, le 12 mai, le 13 mai et le 15 mai, ce qui montre quand même qu'on est dans l'urgence, mais que ce n'est pas très mûr et très réfléchi d'avance, hein, eh bien, on nous restreint le trafic aérien à 350 passagers par semaine. Alors, 350 passagers par semaine, avec 2 vols par semaine, avec les piscines fermées, les restaurants fermés, des clients qui sont en métropole, qui représentent quand même 80% de notre clientèle, dont on restreint les déplacements dans un rayon de 100 km, qu'on rend très anxieux par des annonces continuelles sur les mesures barrières, etc., où c'est un martelage médiatique. Eh bien, nous avons beaucoup de clients qui nous téléphonent de l'Europe et qui nous disent, nous, on a déjà une perte de revenus par le chômage partiel quand on le touche, quand on n'est pas licencié tout de suite. Deuxièmement, si on doit tomber malade, on préfère tomber malade à 100 km plutôt qu'à 8000. Troisièmement, il y a des mesures tellement dissuasives au niveau de l'embarquement que du débarquement, où on risque d'être mis en quatorzaine, que nous, on n'a pas envie de venir dans les Antilles pour visiter une chambre d'hôtel. Hein, on a une très belle chambre chez nous, on n'a pas envie de faire 8000 km avec un billet qui coûte cher, juste pour être cantonné dans une chambre. Donc, on ne viendra pas. Cette année, on passera nos vacances en famille, en voiture, et dans un rayon de proximité, à visiter nos châteaux, nos églises, nos monuments de proximité, à manger dans des petits restos de proximité. Donc, s'il n'y a pas de demande de notre clientèle potentielle, on a 2 clientèles, la clientèle européenne, puis la clientèle États-Unis. Les États-Unis sont fermés, donc Saint-Barthélemy. Puis nous, notre clientèle, elle ne veut plus venir. Donc, s'il n'y a pas de demande, les compagnies aériennes ne vont pas mettre en place des avions pour voler la ville. Oui. Donc, si les compagnies aériennes ne mettent pas en place d'avions, qu'on ait peu de passagers, on va continuer à rester vide. Et la grande difficulté, la grande différence entre l'Hexagone et nous, c'est que l'Hexagone, on va réouvrir le 2 juin à la veille de leur haute saison. Donc, même limiter un rayon de 100 km, ils peuvent s'en sortir. Tandis que nous, la haute saison est morte. Et on va réouvrir le 2 juin en basse saison, sans clients, sans avions, avec pour l'instant des incertitudes. Les restaurants sont fermés, on ne sait pas quand ils rouvrent. Bon, on rouvre aujourd'hui par arrêté préfectoral 19 plages par dérogation, hein, avec des mesures assez restrictives. Mais les Antillais qui ont une âme chaleureuse, ils ont envie de vivre, ils ont envie de respirer, ils ont envie de courir sur la plage. Ils n'ont pas envie qu'on leur permette d'aller se baigner avec des menottes. Bon, actuellement, on est en train de mettre en place des mesures dissuasives à une vie libre. Alors, le Conseil constitutionnel a donné tort, a déjugé la quatorzaine en disant qu'on ne pouvait pas être privé de liberté pendant plus de 12 heures consécutives. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas dans le métier, mais qui réfléchissent pour nous, d'autant plus qu'ils n'ont pas beaucoup de travail, donc ils ont le temps de réfléchir, et qui consiste à dire on pourrait peut-être faire des quatorzaines avec 7 jours au départ, 7 jours de quatorzaine au départ, 7 jours à l'arrivée. Mais voyons, si vous avez envie de partir en vacances, ce n'est pas pour commencer 7 jours de séquestration dans un hôtel, au départ, plus les tracasseries de l'aéroport, les fiches qu'on va vous mettre dans le nez, les tests et tout. Puis après, à l'arrivée, qu'on vous dise qu'il faut subir des tests, et puis à la moindre suspicion, si vous avez 37,8, on dit attention, hein, on va vous remettre en quatorzaine. Ben non, vous n'avez pas envie de voyager dans ces conditions. Donc, l'État a pris en charge les salariés en mettant en place des mesures de chômage partiel. Bon, comme l'indique son nom, on entraîne des revenus partiels.
Mais il n'a rien mis en place pour les entreprises. Les entreprises, ils nous autorisent à emprunter notre chiffre d'affaires qu'ils nous ont fait perdre. Oui, donc à rembourser en plus, oui. C'est quand même gros, parce que si on avait dit aux salariés, on ne vous paye plus, puis allez donc emprunter votre salaire, je ne sais pas comment ils l'auraient pris. Hein? Effectivement. Et ils auraient bien eu raison de mal le prendre. Donc nous, ce que nous disons, on veut sauver nos entreprises, on veut sauver nos emplois. Et maintenant, on commence à nous dire, oui, mais le chômage partiel, ça coûte très cher, donc on pourrait. Alors au début, on disait on pourrait l'arrêter le 1er juin, et puis on pourrait le rendre dégressif au 1er juin, puis maintenant on va l'arrêter au 30 septembre, mais nous on sait qu'on ne redémarrera pas normalement avant 2012, c'est-à-dire l'année 2020, 2022. C'est terminé. 2020, elle est fichue. L'année, on va redémarrer en mi-novembre, décembre, début décembre 2020, mais on va redémarrer. Donc on aura une année 2021 probablement à moins 20, à moins 30% de chiffre d'affaires. Et si le chômage partiel, par erreur de gestion, était arrêté au 30 septembre 2020, pour protéger les entreprises, on sera conduit inévitablement ou bien à licencier, ou bien si on ne licencie pas, à déposer le bilan. Ce qui revient même, ils pourront licencier. Donc voilà un peu la situation. On est inquiet parce qu'il y a des beaux discours, oui, on rouvre, on va rouvrir les plages et tout, mais le discours, il ne colle pas avec la réalité. La réalité, c'est que oui, il faut préserver la santé publique. Je n'ai pas plus envie de tomber malade que vous. Je n'ai pas plus envie que mes clients ou mon personnel tombent malades. Mais vous savez, quand je traverse un passage clouté, un passage piéton, je prends le risque d'être écrasé par une voiture. Quand je me promène sur un trottoir, je prends le risque de recevoir un pot de fleurs sur la tête. Donc le risque zéro, ça n'existe pas. Hein, qu'on se mette bien ça dans la tête. Or, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a une sorte d'hystérie collective qui voudrait viser un risque zéro. Non, on ne veut pas de risque et on fera tout pour ne pas en avoir, mais le risque zéro, ça n'existe pas. Bon, alors vous êtes, je tiens à préciser, président du groupe hôtelier et touristique de la Guadeloupe. Donc le secteur du tourisme, justement, c'est ce que vous êtes en train, que vous nous avez fait une petite analyse sur ces emplois. C'est combien concrètement, c'est combien en termes d'emploi ou en termes de chiffre d'affaires, ça représente combien? Parce que c'est vraiment un secteur qui pèse dans notre département. Alors, c'est une question difficile que vous posez, je vais essayer d'y répondre simplement. On dit qu'il y aurait environ 2 millions de passagers. Enfin, ça, on connaît les chiffres exacts à l'aéroport, 2 millions de passagers. Comme les passagers, ils sont comptés 2 fois, à l'aller ou au retour, ça fait 1 million de personnes. Sur ces 1 million de personnes, il y a environ 800 000 passagers de tourisme. Pas de touristes, il y a 800 000 personnes touristiques. Ces 800 000 touristes, elles dépensent approximativement, on fait tous les calculs et on arrive tous au même chiffre, à peu près hors billet d'avion, à 1 000 € de dépenses par semaine. Sur notre territoire, donc dans les restaurants, dans les magasins, chez les artisans, chez les boulangers. Si vous avez une chambre à 100 €, plus de petit déjeuner, allez, ça va faire 120, par personne ça fait 60, après vous allez rajouter 2 repas à 30 €, ça fait encore 60, ça fait déjà 120, plus une location de voiture, plus le carburant que vous mettez dedans, plus les visites, donc vous arrivez à une dépense journalière d'environ 150 €, et par 7 jours ça fait 1 000 €. 800 000 touristes à 1 000 €, ça fait, on le sentira passer dans notre économie. Ça fait 800 millions. Donc, quand la région dit qu'elle vise 1 milliard, le tourisme représente à peu près 800 millions. Sur ces 800 millions, l'hébergement, il représente à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, c'est-à-dire 400 millions. Et sur les 400 millions, nous, on considère qu'il y en a 150 dans les hôtels et 250 hors hôtellerie, ce qu'on appelle les meublés de tourisme, qui représentent les gîtes, les chambres chez l'habitant, etc. Donc, 150 millions dans l'hôtellerie. Ces 150 millions pour 3 000 chambres, ça représente à peu près 3 000 emplois. Parce que suivant que vous êtes en 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, il aura beaucoup plus de personnel par chambre qu'à 1 étoile. Donc, on peut considérer 3 000 emplois, 140 millions de chiffre d'affaires dans l'hébergement. Mais après,
il faut rajouter tout ce qui est induit, par exemple. Là, oui, tout à l'heure, je disais les taxis. Puis je vous ai ouais, voilà. de la buanderie, puis je ne vous ai pas parlé de l'agriculture qui va nous approvisionner. Oui, c'est ça. De tous nos fournisseurs. Hein. Au total, on a à peu près 15 000. 800 millions d'euros, 1 milliard de chiffre d'affaires induit, eh bien pour l'instant, ce chiffre d'affaires, il est à zéro. Et quand je vous dis que le gouvernement a mis en place du chômage partiel pour les salariés des entreprises déclarées au registre du commerce et des sociétés, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs du tourisme, par exemple les chauffeurs des taxis, l'événementiel, oui. la dame qui vend des tourments d'amour ou qui vend etc., hein, qui eux n'ont pas droit au chômage partiel. Ceux qui ont par exemple emprunté à la banque pour acheter 3 ou 4 véhicules et faire de la location de voiture, ils ont les remboursements bancaires à faire. Et pour l'instant, il n'y a plus de touristes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ou bien ils déposent le bilan puis ils rendent des voitures, ou bien alors ils attendent et puis ils vont être mis en liquidation, puis peut-être que leur maison elle sera mise en cause. Donc, moi, je suis très inquiet parce que on dit ah oui, mais j'ai fait le nécessaire pour que les salariés ne soient pas inquiétés jusqu'au 30 septembre. Mais je dis à tous ceux qui ne sont pas salariés. Hein. C'est donc une économie qui est en train de s'effondrer. Et moi, je passe mon temps. Je ne suis pas anxiogène, je ne suis pas pessimiste. Hein. Je dis, je crois à la Guadeloupe. Elle a travaillé quand même beaucoup depuis 2009. Elle s'est améliorée du point de vue touristique. Elle a encore beaucoup à faire parce que dans la vie, on a toujours à se perfectionner. Hein. Elle a mis 20 ans à constituer un réseau de lignes aériennes qui maintenant la desservait bien. D'un seul coup, tout est à l'arrêt. Quand le cœur est à l'arrêt, il faut vite masser pour le remettre en route parce qu'il risque de ne pas se remettre en route après. Ben justement, est-ce que les 500 milliards, parce qu'ils font beaucoup d'annonces, hein, mais le problème, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas d'annoncer, mais c'est le temps que met les dispositifs pour être concrètement là mis en application, et c'est le temps que les gens touchent l'argent sur leur compte. Ça veut dire que pour l'instant, les premières annonces, même à 45 milliards, les gens n'ont pas encore perçu cet argent-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce montant? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette gestion? Alors, il y a la technique qui consiste à faire des annonces, par exemple à dire « nous mettrons 1,3 milliard dans l'investissement ». Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse que quand on me dit les 1,3 milliard, on va les utiliser de telle et telle façon. Parce que si les 1,3 milliard, par exemple, hein, il y en a la moitié dépensée par la Caisse des dépôts et consignations dans ses propres équipements, c'est-à-dire qu'elle prend de l'argent, on fait un effet d'annonce, hein, et puis on investit dans ses propres installations. Bon, hein, il y a une certaine manipulation dans cette annonce. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les choses concrètes, et je vais dire quelque chose de plus. Hein. Quand par exemple, je reçois 3 fois par jour des communiqués de presse, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les arrêtés ministériels et les arrêtés préfectoraux. Hein. Tous les gens qui font des communiqués de presse, moi, je ne peux pas faire d'arrêté du GHTG, donc je suis obligé de faire un communiqué de presse. Mais l'État, il doit prendre ses responsabilités et faire des arrêtés qui puissent être attaqués en justice, parce qu'un communiqué de presse, on ne peut pas l'attaquer en justice. Hein. Donc, moi, ce que je dis, j'ai conscience de la difficulté, parce que je suis entrepreneur. Je sais que ce n'est pas facile de gérer une crise, hein, mais il faut arrêter de faire semblant et de dire que tout va bien. On est tous sur le même bateau. Mais dans le bateau, il y en a qui sont à fond de cale, les pieds dans l'eau et les mains pleines de graisse, et il y en a qui sont sur le pont, en train de savler le champagne et de danser. C'est sûr que si le bateau coule, on se retrouvera tous à l'eau, sauf que peut-être ceux qui sont sur le pont auront les canaux de sauvetage, et puis tout le monde devra nager. Hein? Donc, quand vous me demandez ce que je pense, mais pour l'instant, ce que je pense, c'est comment on va redémarrer. Ce qui m'inquiète le plus, vous voyez, il y a la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle a débouché sur une crise économique. La crise économique peut déboucher sur du social si le chômage explose. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la crise psychologique, c'est-à-dire le changement de mentalité de gens qui étaient prêts à venir chez nous et puis qui disent « Oh là là !» Oui, on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer, quand est-ce qu'ils vont redépenser. En Guadeloupe, ils ont mis de la quatorzaine, c'est quand même que ces pays doivent être dangereux. Hein. Donc, attendons 2 ou 3 ans pour voir si on y retourne. Et nous, 2 ou 3 ans, on ne passera pas le guet.
hein, on n'y arrivera pas. Donc, ce changement cette attitude qui risque de faire changer la psychologie, c'est ça qui m'inquiète le plus. D'accord. Vous pensez que le tourisme, tout à l'heure vous parliez de 2022, donc vous pensez que tous les métiers touristiques vont redémarrer vraiment en 2022 si tout se passe bien? Vous avez répondu, si tout se passe bien, oui. Mais le problème, pour que ça se passe bien, il faut arrêter ce climat anxiogène. Il faut prendre des mesures de précaution, mais il faut arrêter de paniquer. J'ai un ami qui dit qu'ils ont le trouillomètre à 0. Bon, il faut arrêter cette peur-panique. Il faut être raisonnable, avoir une conduite raisonnable. Et deuxièmement, si la conduite très anxiogène qu'on a aujourd'hui perdurait un petit peu trop longtemps, moi j'ai peur que c'est un impact psychologique et que les gens prennent l'habitude d'aller ailleurs. Vous savez, quand votre épicier il est fermé pendant 1 an, et ben, le suivant, c'est pas sûr qu'il ait une clientèle tout de suite. Hein. Les gens ont pris l'habitude d'aller ailleurs. Oui, mais bon, en ce moment, ailleurs aussi, pour l'instant, ils sont fermés. Donc, on est un petit peu dans le même état dans les autres pays. Au 1er juillet, les Allemands peuvent aller à l'île Maurice par la compagnie Condor. Alors que nous, les vacances, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare aussi bien pour la personne qui s'y prend 2 ou 3 mois avant, quand il faut prendre l'avion avec les enfants et tout. Donc, il faut prévoir. Et les compagnies aériennes, c'est pareil. Elles ne vont pas mettre un avion du jour au lendemain. Il faut qu'ils aient des réservations, etc. Les hôtels et les restaurants, ça ne s'ouvre pas en 24 heures. Hein. Donc, si rien n'est fait pour nous permettre de redémarrer au 1er juillet, la haute saison, c'était du 15 novembre au 15 avril. Elle est fichue. Il y a une demi-saison juillet-août. Si rien n'est fait pour nous permettre de la redémarrer, eh ben, on aura l'année 2020 qui sera fichue. Et après le redémarrage 2021, il ne peut pas redémarrer. Le redémarrage, ce n'est pas une courbe en V. Hein. On n'arrête pas une économie puis on ne la redémarre pas d'un seul coup. Donc, je dis, si tout se passe bien, on peut espérer avoir en 2022 le chiffre d'affaires qu'on avait en 2019. Ah oui, mais il faut passer 2020 et 2021. D'accord. Et rapidement, le dernier point sur la suppression des charges. Alors concrètement, où ça en est? Puisque le gouvernement a annoncé qu'elles seront supprimées pour tous les métiers touristiques. Au début, c'était que pour les hôtels et ça a soi-disant été étendu, mais le décret n'est toujours pas sorti à l'heure d'aujourd'hui. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien voir les écrits. Hein, parce qu'on dit ce sera supprimé pour avril et mai. Oui, pas de chiffre, pas d'ouverture égale à 0 charge. Avril et mai. Après, il y a l'espoir que ce soit supprimé jusqu'à la fin de l'année, mais il n'y a rien d'écrit. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, quand on fait un préjudice à quelqu'un, on se doit de l'indemniser, de le dédommager du préjudice qu'on lui a causé. Bon, l'État nous a causé un préjudice en faisant partir nos clients et n'a pas indemnisé le préjudice. Les assurances ne jouent pas le jeu. Pas le jeu, ça c'est un gros problème. On essaiera d'en avoir. Et quand on a 0 recette, eh bien, il faudra avoir 0 charge. Parce que vous voyez, là, on a plus de clients, mais on continue de payer notre taxe foncière, notre électricité, nos redevances de télévision, etc. On a des charges fixes et on n'a plus de recettes. D'accord. Bon, je vous remercie en tout cas pour cette intervention. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour la fin? Mon petit mot, c'est l'espoir. Moi, je crois qu'il faut être solidaire et espérer, mais ce n'est pas parce qu'on doit être solidaire qu'on doit être ingénu et qu'on doit prendre des vessies pour des longs termes. Donc, soyons rationnels et veillons tous à la défense de notre économie, de notre territoire et de notre santé. Bon, merci Monsieur Vion pour cette intervention. Alors nous, comme je vous le disais en début d'émission, la semaine prochaine, enfin lundi, nous serons avec le président de la Chambre de l'agriculture et nous avons une émission spéciale pour les agriculteurs puisqu'il y a vraiment un gros point à faire sur ce côté-là, sachant que eux aussi souffrent non seulement de la perte des collectivités locales, des restaurants, mais aussi du tourisme, forcément, puisque pas de clients pour acheter autant de quantité que ce qu'ils ont l'habitude de produire
produire. Donc, on verra comment la Chambre de l'agriculture peut faire pour aider au mieux, accompagner au mieux nos agriculteurs. En attendant, bonne semaine à tous et bon courage à tous au travail. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.